Radio Grand Lac, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore la musique qui passe. Ça me replonge un bon nombre d'années en arrière. Il y a un bon choix de morceaux. C'est toute la musique qu'on aime, hein. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com ou votre application Radio Grand Lac disponible sur tous vos smartphones. Je suis là et heureux d'être avec une équipe au complet. Bonsoir Guillaume et bonsoir Vincent, comment allez-vous ? Bonsoir, je suis très content de revenir, en tout cas, oui, excusez-moi, en tout cas, chers auditeurs, j'étais absent quelques semaines, mais le travail et l'appel du cinéma... Voilà, il a été appelé par Hollywood. Voilà, c'est ça. Alors, je crois que c'était... Il nous a snobé pendant quelques temps, et puis voilà, il est revenu... Oui. Enfin. C'était une mini-série TF1, si je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. Donc attention à voir. J'ai eu le plaisir de voir Michael Youn. Ah, en personne. T'as le droit de le dire. Y a pas de problème. D'ailleurs, il nous a fait des autographes à Kevin et à moi. J'ai pas dit de quoi ça parlait. D'ailleurs, je ne sais même pas de quoi ça parle. Il t'a signé un autographe, Kevin, non, Guillaume ? Oh, bah, il m'en a signé des autographes, beaucoup de chèques. Okay. En tout cas, très content de partager ce moment avec vous et avec nos auditeurs, en tout cas. Ouais. Formidable. Pareil, tout pareil. Avec un programme ce soir exceptionnel, comme d'habitude, nous allons parler dans un premier temps des sorties de la semaine et on est content de retrouver une semaine avec des couleurs, hein. Il y a beaucoup plus de sorties. On sent enfin que l'été commence à se lancer côté. Ah bon ? Oui. Enfin, la pluie est toujours là. Pourtant. Pas dehors. Justement, c'est favorable au cinéma, ça. Par contre. Voilà. Oui, tout à fait. Donc sortie de la semaine. En deuxième partie, bien évidemment, nos avis sur les films de la semaine dernière. Alors il y aura 3 retours, celui du film d'horreur Abigail, du drame Memory avec Jessica Chastain et du thriller coréen Greenhouse. Lequel des 3 est le meilleur film? Suspense, ce n'est pas celui que vous pensez, j'ai envie de dire. Et enfin, nous terminerons l'émission avec un focus sur l'acteur Will Smith, acteur aux multiples facettes et à l'unique polémique. À la baffe, j'allais dire... The Fresh Prince. À la baffe prononcée, quand même. On peut dire qu'il nous a tous foutu une claque. Ah, oui. Le prince petit lu qui en met plein la vue. Ah, oui. C'est ça. Mais évidemment, c'est en lien avec l'actualité. Nous allons commencer sans plus tarder par les sorties de la semaine et la grosse sortie de la semaine, mon cher Guillaume. Eh bien oui, puisque nous allons parler de Bad Boys Ride or Die de Adil El Arbi et Bilal Fallah qui en devait évidemment l'épisode précédent. Ouais. Toujours avec Will Smith, Martin Lawrence et Vanessa Hudgens. Alors, cet été, comme on vous l'a dit, la franchise est de retour avec son mélange iconique d'action explosif et d'humour irrévérencieux. Mais cette fois-ci, les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d'Amérique. Et on écoute tout de suite un extrait. Ce sera comme un test, tu sais. Sache que t'as un atout. T'es un costaud. Les garçons, si vous regardez ça, c'est que je suis mort. Ces salopards qui m'ont assassiné, des fonctionnaires corrompus, vont s'en prendre à vous. Vous devriez faire attention. En tout cas, ça sera disponible aux Toiles du Lac, au Pâté Chambéry, enfin dans toutes vos plus grandes salles. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ma part, j'ai hâte de voir cette suite, même si je n'ai pas trop d'attente. Un peu comme le 3e, où j'avais été agréablement surpris, mais j'ai envie de me faire surprendre. En tout cas, allez peut-être vous faire surprendre comme vous vous êtes fait surprendre tous les deux par Furiosa. J'en parlerai en deuxième partie. On en parlera très rapidement. Mais en tout cas, les l'attente est moindre. Moi, je suis pas fan de cette franchise Bad Boy. Alors peut-être le premier à la rigueur, mais bon après, moi je trouve que c'est un peu c'est sympathique. C'est beauf. Voilà. C'est un peu beauf. L'attente est moindre que pour Furiosa. Hein. Furiosa, on attendait un chef-d'œuvre. Ouais. Là, on sait d'ores et déjà que c'est pas. Mais ils sont talentueux par contre. Ils gagnent à être connus ces deux réalisateurs. Ils sont vraiment c'est frais dans les deux réalisateurs belges que sont Adil El Arbi et Bilal Fallah que j'ai rencontrés à Cannes pour leur excellent film Rebelle que je conseille, qui est passé complètement inaperçu, qui est un film mélangeant film de guerre, drame, comédie musicale sur le rap. C'est extraordinaire. Les séquences de bataille sont absolument bluffantes. C'est à voir. C'est un énorme film. Autre sortie, Vincent. La petite vadrouille de Bruno 2 et avec Bruno Podalides et Daniel Auteuil et Sandrine Kiberlin. C'est l'histoire de Justine, son mari et toute leur bande d'amis qui trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent. Alors ils organisent une fausse croisière romantique pour Franck, qui est interprété je crois par Daniel Auteuil.
un gros investisseur qui cherche à séduire une femme, excusez-moi. On écoute un extrait. Monsieur Pauillac. Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça. D'accord. Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié. Il faut que j'organise un week-end de rêve. On va tous se refaire. Jocelyn, capitaine. Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Bonjour. Petite comédie. J'adore. Moi, j'adore Sandrine Kiberlin. Je trouve qu'elle a un petit air naturel qui se prête bien à la comédie depuis déjà un certain nombre de temps. Et ça me semble assez sympathique. J'ai beaucoup de mal avec son air un peu toujours. Mais oui, comme ça. Mais ça marche mieux dans la comédie que le drame. Parce que Je suis d'accord. Dans 9 mois ferme, elle était. Ah ouais. 9 fois ferme, c'était excellent. J'avais eu un problème un peu avec Novembre, éclaté, moi. avec Novembre où elle devait jouer la patronne, je crois, de la brigade. De Jean Dujardin, oui. Et il y a plusieurs moments où je disais, je la crois pas, parce que c'est un peu comme Marina Foïs. C'est qu'en fait elles ont tellement un timbre de voix naturellement un petit peu nonchalant que quand elles s'énervent, je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai du mal à y croire. Mais moi je trouve que c'est sympathique. Une petite équipe, c'est bien sympathique. Ah oui, par contre, de comédiens qui marchent bien, quoi, qui savent bien jouer la comédie, quoi. Tout à fait. À retrouver Toile du Lac, Pâté, Astrée. Donc si vous avez du mal à le trouver, c'est compliqué quand même. Autre sortie, La Gardave, cette fois-ci exclusivement au Toile du Lac avec Sébin. C'est un film réalisé par Thomas Lemoine et Dimitri Lemoine, avec Thomas Lemoine, Gaël Tavares et Pierre Lotin. Mathieu, jeune acteur ambitieux, galère pour boucler sa bande démo. Son pote Ousmane lui propose de tourner dans son clip de rap, mais le tournage ne va pas se passer comme prévu. Et non, ce n'est pas un biopic sur Guillaume. On écoute un extrait. Mais qu'est-ce que tu fais, ce Dembélé? Après-demain. Mais je peux pas, j'ai le tournage de mon clip. Je suis en galère pour ma bande démo, y a personne qui m'aide. C'est pas du coup ta bande démo. Prends Mathieu, il saoule tout le monde avec son truc de bande démo, en plus avec sa gueule. Chelou. Voilà. Franchement, faut que je le vois parce que ça sent tellement le vécu, ça. Enfin, petit aparté, parce que quand vous voulez postuler à des rôles de comédien et tout ça, il vous faut je vais être vulgaire, cette putain de bande démo, parce que justement, sinon, les directeurs de casting ne peuvent pas voir. Et c'est une galère, il faut aller toujours tourner à droite, à gauche pour des projets, donc c'est pour ça, d'où mon rire pendant la bande-annonce. Non, mais ça a l'air sympa aussi. Oui, pourquoi pas. Au Toile du Lac, exceptionnellement. Vas-y, Guillaume, la suite. Alors, nous avons Tunnel to Summer de Tomi-Issa Taguchi, voilà. Donc, selon une légende urbaine, trouver et traverser le mystérieux tunnel d'Urashima offre à celui qui ose s'y aventurer ce qu'il désire de plus cher, mais à un prix qui rend l'expérience périlleuse. Quelques secondes en son sein se transforment en plusieurs heures dans la vraie vie. Kaoru, un jeune lycéen qui a du mal à se remettre de la disparition de sa petite sœur, va faire équipe avec Anzu, une jeune fille énigmatique qui lui propose son aide pour tenter l'aventure. Mais qu'attend-elle de lui en échange? Et que lui restera-t-il une fois qu'il aura traversé le tunnel? Pas d'extrait puisque je présume... Si, nous avons un extrait. Nous avons un extrait. Excusez-moi, nous allons écouter un petit extrait. Voilà. Notre vœu le plus cher peut se réaliser. Que dirais-tu de faire équipe? Moi aussi, je voudrais faire un vœu. T'es pas le seul à avoir des rêves. Dis donc, tu passes ta vie avec Anzu en ce moment? Tu sors avec? Mais non, pas du tout. C'est un film d'animation japonais. Tu vas te jeter dessus, mon cher. Alors, je t'avoue que pas du tout. Non. Parce que... Ah ouais? Parce que ça donne envie, le synopsis. Ah ouais, mais la bande-annonce, elle donne vraiment pas du tout envie. D'accord, parce que le Alors, synopsis, franchement... peut-être qu'à contrario de bande-annonce qui donne vraiment envie d'y aller, puis on est vraiment déçu quand on va voir le film. C'est possible. Peut-être que là, la bande-annonce est nulle et que le film est plutôt valable. C'est vrai. Va savoir. Alors du coup, programmation un peu spéciale, c'est que vous le retrouvez en français, en VF, au Toile du Lac, et en VO au Victoria. D'accord. Voilà. Il n'y a quand même que 3 choses qui sont là pour réaliser un bon film, comme disait Orson Welles, je crois. Un bon scénario et un bon scénario. Et c'est vrai. Mais j'espère que ce sera de très bonne qualité. En tout cas, le dessin a l'air assez plaisant. En attendant la nuit, c'est le prochain. Alors ça, c'est un autre genre, certainement. Au Victoria et au Pâté, de Céline Rouzet avec Mathias Legout à Monde, Céleste Brunkel et Élodie Boucher. Philémon est un adolescent pas comme les autres. Pour survivre, il a besoin de sang humain. Dans la banlieue pavillonnaire un peu trop tranquille où il emménage avec sa famille, il fait tout pour se fondre dans le décor. Jusqu'au jour où il tombe amoureux de sa voisine Camilla et attire l'attention sur eux. On écoute un extrait. Faut absolument qu'on ait l'air les plus normaux possible. Mais les voisins,
fais comme tout le monde, t'es tranquille. Peut-être que je devrais faire directement une autre poche, moi, pour demain. Une fois que c'est fini, tu fais disparaître la poche. C'est ça. Petit thriller horrifique, je vous avoue, j'ai déjà vu ce film au Festival de Gérardmer. C'est un film que je vous conseille chaudement pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un film de vampire adolescent tout à fait réussi et qui ne tombe pas dans les travers de autres Twilight et mauvais films de vampire de ce genre-là. Et des clichés peut-être. On est plus dans une sorte de Édouard Romain d'Argent, sauf que le personnage principal est un vampire et il y a toute cette dynamique avec sa famille qui essaye vraiment de rendre les choses les plus normales possibles, vraiment de se faire passer pour des gens tout à fait recommandables et sans aucun problème. C'est un très 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 bon film et la deuxième raison pour que vous ayez voir ce film, c'est que vous risquez peut-être de voir le pont de l'Abîme de Gruffy en Haute-Savoie dans ce film. Voilà. Donc, allez voir En attendant la nuit, c'est du très très bon et exceptionnellement, il est au Victoria, mais par contre à Chambéry, il a le droit à la grande salle, il a le droit au pâté. Donc, franchement, allez-y, je vous le conseille et je vous en reparlerai un peu plus longuement la semaine prochaine. Pas de problème. Autre sortie, parce que c'est à mon tour, rendez-vous avec Pol Pot, réalisé par Riti Pan avec Irène Jacob, Grégoire Collin et Cyril Gay. Ça sera disponible au Victoria à l'Astrée. L'histoire se passe en 1978. Depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique, est sous le joug de Pol Pot et ses Khmers rouges. Le pays est économiquement exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans un génocide encore tu. 3 Français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot, une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Mais la réalité qu'ils perçoivent sous la propagande et le traitement que l'on réserve vont peu à peu faire basculer les certitudes de chacun. On écoute un extrait. Je suis Soul, du ministère des Affaires étrangères. Tu m'as pas reconnu. J'ai été à la Sorbonne avec lui. Je vais vous emmener en province. Vous allez découvrir le véritable état du pays qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'en fait la propagande occidentale. Pour en faire des instruments agricoles. Un bon thriller journalistique, j'ai l'impression, sur aussi comment ça fait longtemps qu'on on peut manipuler l'image. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des trucs comme ça. C'est vrai. Et là, franchement, j'ai vu peu de films sur Pol Pot en fait. Moi, je suis assez curieux. Alors moi, je suis allé au Cambodge et j'avoue que on sent qu'il y a vraiment eu quand même quelque chose de très bouleversant suite à évidemment cette période Khmer rouge qui a laissé une trace indélébile dans le pays. Et j'ai rencontré des gens éminemment sympathiques, très naturels, très ouverts, pourvu que ça dure, on va dire. Et j'ai une très bonne amie à moi qui y habite. Oui, d'accord. Et donc, en fait, c'est un pays, qui peut pas, dont on peut pas évoquer l'histoire sans évidemment parler de ce passage, comment dire, sombre, ouais, terrible. Il y a un très bon film par contre qui me revient en tête, qui était réalisé par Angelina Jolie, qui est disponible sur Netflix, sur les Khmers rouges, qui s'appelle D'abord ils ont tué mon père. C'est un film, ça va être poignant. Oui. C'est la meilleure réalisation d'Angelina Jolie. En même temps, c'est pas compliqué. Elle en a fait que 3 et les 2 premiers. Voilà. C'était des essais, on va dire, les 2 premiers. Voilà, ça passouille. Mais alors le troisième, c'est un excellent film. Ils ont pas adopté le couple, justement, Brad Pitt et elle, ont pas adopté un enfant d'origine cambodgienne, non? Si. Quand elle est tournée Tomb Raider. Voilà le premier. D'accord. Un autre grand chef-d'œuvre. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre pour d'autres raisons. Voilà, on mélange les genres allègrement. C'est du melting pot là, c'est pas du Pol Pot, c'est du melting pot là. Vas-y Guillaume pour la prochaine sortie. Donc l'affaire Vinka Curie et avec Dragan Bejlor-Glick, mais aussi Alexis Mananti et Jérémy Laheurt. Donc octobre 1958, en pleine guerre froide, des scientifiques yougoslaves sont gravement irradiés dans le cadre d'une mission tenue secrète.
Ils sont soupçonnés de travailler à la fabrication d'une bombe nucléaire. Rapatriés en France, ils sont pris en charge par le professeur Maté à l'Institut Curie. Une course contre la montre s'engage alors pour les sauver. On écoute un extrait. Petit Hugo. On va pouvoir vous aider ici. Que vous le vouliez ou non, nous vivons un moment historique. Vous avez échoué à Vincha, mais vous avez engendré une autre réaction en chaîne. Pourquoi pas? Ça sera disponible uniquement au cinéma Victoria Aix-les-Bains, mais je dis pourquoi pas. Oui, une intrigue politique. Thriller. Mais je ne sais pas qui est Dragan Bejloglic. Moi non plus. Moi non plus. Par contre, j'aime beaucoup Alexis Mananti, je trouve. Moi, je sais pas qui c'est, mais je me risquerais même pas à prononcer son nom, tellement tellement il y a 2 consonnes dedans. Ah, pour le réalisateur, oui. Alexis Mananti, bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient savoir, c'était l'un des acteurs des Misérables. Des Misérables et dont on a parlé tout à l'heure. De Bâtiment Neuf. Il était dans Athéna aussi. Un petit à la fin. Athéna aussi. Oui, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nos auditeurs, c'est que on parle de manière assidue de cinéma avant, pendant et après l'émission. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Dernière sortie, mon cher Vincent. Alors, Sous la Seine, ça sort sur Netflix, de Xavier Jans avec Bérénice Bejo, Nassim Liès et Léa Lévian. Été 2024, ça tombe bien. Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Ça sent du vécu, presque. On écoute un extrait. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plein Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Un requin dans la Seine. Je prie pour que ce soit un nanar divertissant. Ah, mais ça va être formidable. J'ai envie Moi, que à mon ça avis, soit... c'est très bien. Est-ce que... Moi, je suis très content et je trouve que c'est un coup de com. poker. Ouais. Par contre, hallucinant, c'est vachement bien. est-ce que ils étaient prévenus? Du moins, ils savaient que certaines épreuves allaient se passer dans la Seine ou pas. Ah, mais bien sûr. Oui, donc ils ont fait vite. Attends. Mais ils ont quand même développé assez vite. Parce que c'était quand même prévu bien en amont, je suppose. Les JO, on les a annoncés quand? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et déjà à l'époque, Anne Hidalgo nous avait promis... Cartonner ça, je vous le dis à mon avis. Sur Netflix? Sur Netflix, ça va être numéro 1. Et puis le traitement, visuellement parlant, ça m'a l'air d'être pas si mal que ça. Ah bah Xavier Jean, ça a pas l'air moche. C'est pas un manche. Ouais. Non, voilà. Et par contre, je suis en train de me demander, il n'y a pas eu un fait divers alors c'est pas un cétacé ou un orque ou un requin ou un dauphin qui était venu jusque dans la Seine, il me semble, récemment. Donc un dauphin, ça me dit quelque chose. Oui, il me semble que c'est réel, hein, et ça a été un requin, j'ai des doutes. Requin, je pense pas, non. Mais effectivement, ils ont essayé de sauver cet animal qui. Alors, on espère vivement que tous nos élus vont se baigner dans la Seine, parce que vu l'issue, la maire de Paris va vu l'issue fatale que les cétacés ou les poissons ont de ça. J'espère qu'ils vont assumer quand même que ce soit pas que premier degré. Non, mais ils vont assumer. Il faut assumer que c'est une belle connerie. Attends. J'aurais appelé ça les dents de la Seine. Les dents. Ah ouais. Ça allait aussi loin que ça, quoi. Franchement, j'ai hâte de le voir, celui-là. Ah oui, franchement, ça faisait longtemps qu'un film Netflix m'avait pas dit. Franchement, l'idée est lunaire, mais au moins j'ai envie de voir ça. Il y avait déjà Sous les pavés la plage, et là maintenant il y a Sous la Seine le requin. C'est ça. C'est donc tout pour les sorties de la semaine. Donc très rapidement, on vous rappelle Bad Boys, Ride or Die, La Petite Vadrouille, la petite comédie française réalisée par Bruno Podalides, La Gardave de Thomas Lemoine, film d'animation japonais Tunnel to Summer. Si vous voulez du thriller vampirique En attendant la nuit, du thriller journalistique, vous avez Rendez-vous avec Pol Pot, du thriller scientifique, vous avez L'affaire Vinkakuri, et enfin si vous avez envie de requin et que décidément vous aimez beaucoup rire de ce qui va se passer prochainement cet été, Sous la Seine sur Netflix semble être le candidat parfait. Exactement. On va faire une première pause musicale avant de parler des films de la semaine dernière, et vu que le focus de ce soir sera consacré à Will Smith,
Ce qui est pratique, c'est que Will Smith, il a aussi une carrière très prolifique côté les chansons, et on va évidemment commencer avec Men in Black du film Men in Black. On revient juste après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et je suis toujours en compagnie d'une équipe au complet. Guillaume et Vincent sont là. Bonsoir à tous. En grande forme. Tous. Et oui. Nous sommes heureux. Oui, nous sommes contents, oui, tout à fait. Nous parlons cinéma. Enfin, des gens contents. Ça va super. Ça va super bien. On est là pour vous véhiculer un peu de bonne humeur, même si je vous avoue que les films qu'on va parler deuxième partie sont pas les plus joyeux. C'est pas terrible, non? Bon, allez, on va bien s'en sortir. Oui. Avant ça, Guillaume, tu vas nous rappeler qu'est-ce qu'on avait déjà conseillé les semaines précédentes. On conseille toujours le film Fall Guy de David Leitch. Tout à fait. C'est gentil. Moi, je l'ai vu. Ça gentil. J'ai entendu ton avis, mais bon. C'est divertissant. C'est divertissant. Oui. La planète des singes, le nouveau royaume, qu'on vous recommande. Oui. Le deuxième acte que Kevin et Vincent vous recommandent. Mais alors moi, le deuxième, je l'ai pas vu. Mais par contre, j'ai plein de gens autour de moi qui sont allés le voir et qui sont effectivement dithyrambiques et qui ont énormément apprécié. Je suis allergique à Quentin Dupieux, donc je vous déconseille fortement. Fais-toi une piqûre et puis vas-y. Peut-être que tu vas changer d'avis. Non, mais le pire, c'est que je suis sûr que celui-là, il va l'adorer. Vraiment. Mais je suis sûr aussi parce que t'as un esprit caustique, donc je pense que ça va marcher. Je refuse, je suis allergique. Dommage. Bon, par contre, on est toujours mitigé ou partagé concernant le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, le film Blue et compagnie de Krasinski, si je ne dis pas. John Krasinski. Et le nouveau Furiosa de George Miller. J'en parle très rapidement, mais Kevin vous en a déjà parlé la semaine dernière. J'ai globalement un avis plus tranché que lui, puisque moi, je me suis ennuyé clairement pendant ces 2h20. Ça, c'est pas bon signe. À tel point que j'en regardais l'architecture de la salle en me disant c'est bien foutu. Hein, quand même, tout ça est sorti simple au milieu de la séance. J'étais là. Et alors, tu nous recommandes de cinéma dans lequel t'es allé voir Furiosa. C'était au Pâté Chambéry que nous avons fait. J'espère qu'ils nous entendent, parce qu'il va falloir qu'ils fassent un geste quand même. Le son était. Parce que là, on leur fait de la pub. Le son était très bien, mais le film, du moins je pense qu'on n'en avait pas besoin de ce film. Le jeu d'acteur est convaincant, on peut pas dire le contraire quand même. Par contre, les effets spéciaux, peut-être en un deuxième visionnage ça passera mieux, mais je suis resté focus sur les effets spéciaux. Tous les fonds verts justement qui sont visibles. Après, il y a quand même un certain sens de la mise en scène. On ne peut pas nier que ce film, en plus, avait été pensé comme ça. C'est impossible que George Miller ait rattrapé autrement. Ce film a été pensé en 3D. Vu l'idée de plan, enfin, Kevin en a déjà parlé la semaine dernière, les caméras qui traversent les voitures. Moi, par contre, je vais juste émettre mon petite opinion et après on passera sur les autres films. C'est, je pense que ce film a été fait énormément en numérique suite aux polémiques qu'il y avait eu sur Fury Road, comme quoi ils avaient dénaturé le plus vieux désert du monde, le désert de Namibie, pas du Sahel. Et je pense, c'est possible, oui, et que justement ça demande de l'explosion, j'allais dire du gasoil de partout et tout ça. Je pense que justement les CGI vont être de plus en plus présentes dans le cinéma, dans un souci aussi écologique. Alors on me dirait peut-être que tout ce qui est serveur et tout ça, mais je pense que ça va être beaucoup plus, on va moins faire exploser de choses en réel pour dans un souci de la planète. Si je peux donner mon avis sans l'avoir vu, les bandes annonces me laissent un peu perplexe parce que je trouve qu'il y a une esthétique de l'image qui est très très superficielle. Et alors c'est très joli, c'est très bien léché, mais c'est trop bien léché justement à mon sens. Et du coup, le réalisme en prend pour son grade quelque part. Peut-être que ce film gagnera mes grâces avec le temps, puisque Fury Road n'avait pas j'avais reconnu le talent, mais je n'avais pas trop apprécié Fury Road au premier visionnage. C'était avec le temps. Je suis un peu comme toi. Ouais. Alors que au deuxième, je suis un peu comme toi, effectivement. Moi, pour le coup, Fury Road, premier visionnage, j'en étais dingue, et là, non. Donc, je me dis, mais tu vois, Fury Road, j'avais
j'avais quand même trouvé que c'était divertissant. Ouais. Moi, j'adore Charlize Theron. Moi, je trouve qu'elle donne une dimension à elle a un personnage naturel extraordinaire. La classe. Ouais, c'est. Et par contre, moi, je continue toujours à vous déconseiller très 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 fortement le film d'horreur Les Intrus de Rémi Harlin. Les Intrus première partie, parce que oui, on va avoir la deuxième et troisième partie incessamment sous peu, vu que tout a été tourné. Mais pourquoi? Voilà, je dirais ça. Là, c'est un peu une gageure, parce qu'ils auraient dû attendre que ça marche pour le premier pour faire le 2 et le 3. Parce que si jamais le 2 et le 3 sont aussi peu convaincants, d'après ce que tu dis. Oui, je m'inquiète grandement. Et ben, on va rester dans le domaine de l'horreur, puisque la semaine dernière, la plus grosse sortie, c'était le film d'horreur Abigail de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette. La perfection au masculin. Et ben, en tout cas, ce n'est pas la perfection au cinéma. Dans ce remake, pseudo-remake de La fille de Dracula, disons que c'est un peu officiel pour essayer de rentrer ça dans les carcans des Universal Monsters, parce que c'est produit par Universal, et du coup on a droit à un slasher où des kidnappeurs se font bien tuer un par la petite fille qu'ils ont kidnappée, puisqu'elle se révèle être un gentil petit vampire. Et c'est pas bien? C'est mal mis en scène? La première heure est ultra longue. Parce que, je veux dire, mise en place. Toute personne qui a vu l'affiche avant de rentrer dans la salle ou qui a entendu à peu près parler du film sait comment ça va se passer. Et du coup, pendant 1 heure, on est là en se disant bon, c'est quand que ça commence, parce que la mise en place est assez laborieuse. Par contre, après, on s'amuse en termes de fun et de gore, on se lâche un peu. Ces réalisateurs-là, c'était aussi les réalisateurs de Wedding Nightmare et alors qui était excellent, ça je recommande. J'adore Wedding Nightmare. Wedding Nightmare, c'était mais il y avait un second degré dedans. Tout à fait. Et ils essayent un peu de retourner au second degré, qu'ils avaient aussi un peu alors que leur plus moindre dose. était plus classique, mitigé. Ouais, ça mettait du temps à démarrer justement un peu aussi. Mais c'est un peu leur principal défaut. J'ai l'impression ces réalisateurs, c'est que ils s'amusent beaucoup avec le genre du slasher. Donc vous savez, c'est le genre de l'horreur où vous avez un tueur ou une tueuse et les victimes s'enchaînent une par une. Donc ils aiment bien changer un peu les codes et tout ça. Donc ça reste intéressant. Ils sont pas dénués de talent, on peut dire. Voilà. Et puis c'est assez propre visuellement. Oui. Mais ça va pas plus loin que ça. Voilà. Disons qu'après la surprise du synopsis qui est dévoilé, je dirais, immédiatement, c'est un peu dommage, quoi, parce que à partir du moment où tu sais que la personne qui... Vous aurez d'autres surprises dans le film, voilà. Mais c'est un peu dommage d'ailleurs je sais pas si c'est dévoilé tel quel dans les bandes annonces, non, pas vraiment. Si, dans les bandes annonces, c'est totalement dévoilé que le personnage est un vampire. Et puis bon, oui, ils le disent. J'ai envie de vous dire, la première séquence, c'est une danseuse ballerine avec la musique du Lac des Cygnes. Ah oui. Ils ont respecté ça évoque Dracula de Bela Lugosi. Parce que les Universal Monsters, je sais pas si tu te rappelles, en fait, s'ouvraient. Les 2 premiers s'ouvrent sur le Lac des Cygnes. C'est ça, Dracula et Frankenstein, ouais. C'est tu vois le logo Universal, t'as le Lac des Cygnes, ouais. Magnifique film que nous vous conseillons chaudement. C'est un vilain petit canard, là, pour le coup. C'est pas le Lac des Cygnes. Oui, c'est un peu ça. Après, voilà, Abigail, ça reste un film d'horreur de plutôt bonne facture. Enfin, n'y allez pas pour l'horreur. Y allez vraiment pour le côté fun. Voilà, je pense que gore, entre potes, ça marche plutôt bien. Ensuite, autre sortie, Memory de Michel Franco avec Jessica Chastain et Peter Sarsgaard. C'est le drame de la semaine. Et alors, quand je vous dis drame, c'est lourd, hein. Ouh là là, on évite de peu le bingo, c'est-à-dire que le drame qui va se dérouler devant nos yeux, c'est-à-dire l'histoire d'amour entre un homme qui perd la mémoire et une femme qui essaye d'oublier son passé. On coche beaucoup de cases. En plus qu'elle soit unijambiste, à un moment du avec film, un cancer. Ah oui. Et qu'elle délivre des allumettes, non. C'est ça. Il y a un moment du film, j'ai littéralement dit, s'il y a un personnage qui annonce qu'il y a un cancer, je crois qu'on aura vu tous les cas de figure possibles dans le drame. C'est un peu le genre du réalisateur. Michel Franco, c'est quelqu'un qui est assez lourd sur le drame. Vraiment, c'est assez costaud. Il avait fait beaucoup de films avec Tim Roth, il avait fait Sundown, il avait fait Chronique. Et là, je vous conseillerais quand même de voir Memory parce que c'est son drame le plus optimiste. Voilà. Ça promet. On en est. Voilà. Parce pour que, le reste. Et surtout, c'est avec un Xanax. Voilà. Et surtout, c'est parce que Jessica Chastain et Peter Sarsgaard incarnent un très beau couple. Enfin, incarnent vraiment 2 âmes en peine qui acceptent enfin
de se donner du bonheur, d'aller de l'avant. Et du coup, il y a quelque chose de très attachant dans ce film. Il y a au moins ça. Et du coup, le film n'est pas très léger, hein, loin de là. Mais on en sort avec, voilà, une envie de se dire que tout n'est pas perdu dans la vie. Finalement, les secondes chances sont possibles et que... Alors là, on fait le grand écart entre Bad Boy et Memory. Ah oui, non mais là totalement. Entre Abigail et Memory, tout à fait, tout à fait. Plus que la musique, tu sais, de comment il s'appelle, du mépris et puis c'est. Ah ouais, non. Non, il y a une autre chanson qui est dans Memory qui passe en boucle. Ça s'appelle France, ce genre de film, tu vois. Oh, quelle horreur. Bah c'est France. Il lui arrive tout à cette pauvre fille aussi, c'est pareil. Ouais. Enfin voilà, Memory, ce sera le film que je vous conseillerais en priorité des sorties de la semaine dernière. Ah mais tu le conseilles quand même? Ah je le conseille. Ah parce que moi j'ai cru que justement tu le déconseillais. Non, c'est que... Enfin, non, apparemment, oui, il a... Ah moi je pensais que justement c'était trop. Non, on évite de peu ce côté trop en fait. Ah d'accord, okay. Mais par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas dans le mood, n'y allez pas. Tu vous sentez pas bien dans votre vie. Voilà, c'est pas le moment d'aller voir Memory. C'est pas le moment non plus d'aller voir Greenhouse. C'est un thriller coréen réalisé par Sol Whee-lee. C'est ce que j'appelle un peu le mélange entre Amour et Parasite. Voilà, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une femme aide à la personne qui s'occupe d'un couple de retraités dont lui est aveugle et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et cette dame n'arrête pas de dire du coup au personnage principal que tu vas me tuer. Donc là aussi on est dans quelque chose d'assez lourd. Mais qui n'a pas l'air d'aboutir en définitive. Le problème c'est que sur sa fin. Il y a beaucoup de rebondissements qu'on a déjà vus plein de fois. C'est-à-dire le poids de la culpabilité. Il se passe un événement au milieu du film qu'on voit arriver à 10 000 km. Non mais t'es pas loin, n'est-ce pas? Je pense que t'as compris ce qui allait se passer, c'est que voilà, les accidents domestiques arrivent très facilement. Oui, glisser dans la douche. Voilà. Et oui, mais enfin toi tu triches. Hein, des formations professionnelles. Voilà. Mais il n'y a pas de tapis antidérapant. Voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est l'engrenage. C'est après cet acte-là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on se rend compte que une mauvaise action entraîne 10 000 autres mauvaises actions et en fait c'est ce qu'il faut pas faire quoi. C'est ça. Il y a peut-être des indications donc à l'entrée du cinéma. Voilà ce qu'il faut pas faire. Mettez bien votre tapis antidérapant. À ne pas reproduire chez vous. À ne pas reproduire chez vous. Mais voilà, c'est un peu classique, c'est un peu longuet au début. Ça met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Et donc véritablement, Les Intrus pour moi c'était mon premier film d'horreur. Greenhouse c'est un peu mon premier thriller coréen. Si vous n'en avez jamais vu, vous allez vous dire waouh c'est inventif et tout ça. Il n'hésite pas à mélanger un peu d'humour avec du drame. Si vous en avez déjà vu, vous risquez fortement de vous ennuyer. Est-ce que vous pouvez me dire si vous vous souvenez, In the Mood for Love, est-ce que c'était coréen ou c'est quelle C'est Wong Kar-wai, donc pour moi c'est hongkongais. Hongkongais, d'accord. Et c'était un magnifique film extraordinaire avec une musique. Je pensais à ce film là, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais voilà. Donc du coup, je vous conseillerais en priorité Memory si vous avez envie un peu de drame. Par contre, si vous voulez vous amuser entre potes, allez voir Abigail, pourquoi pas. Ça fait bien son office. On va faire une deuxième pause musicale avant de parler du focus sur l'acteur Will Smith et nous continuons notre exploration sonore avec Et à ton avis, de quelle chanson nous allons parler? Wild Wild West. Du film. Oui. Wild Wild West. Ah oui, oui. On vous recommande. Pas vraiment. Ah, on en parlera. Moi, je reste sur la série que vous connaissez pas parce que c'est mon époque à moi. Vous connaissez, mais c'était vraiment mon époque à moi. Mais la chanson Wild Wild West, elle est quand même cool. On s'écoute ça et on revient juste après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et il est temps de lancer notre troisième partie d'émission sur le focus de l'acteur Will Smith. Will Smith, un acteur que nous apprécions autour de la table. Oui, ouais. Il a un capital sympathie élevé en fait.
Oui. C'est un gars doué, quand même. Il a 3 cordes à son arc. C'est cinéma, chanson, production. et production aussi, mais aussi série télévisée. Donc, il a cumulé quand même les 3. Et à la fois, tu vois, il a un panel de jeux qui n'est pas le plus grand des panels de jeux, on peut dire. Il a tendance des fois à avoir, je trouve, le même type de rôle, mais il les fait bien. Ouais. On va dire. Fait bien. Mais c'est le propre du mec doué qui justement va peut-être un peu vers la facilité, à mon avis. C'est ça. Mais on va aller dans les détails, dans les détails de sa vie. Will Smith, de son vrai nom Willard Carroll Smith Jr., né à Philadelphie le 25 septembre 1968. Élève brillant durant sa scolarité, Smith refusera pourtant d'entrer à l'université pour préférer se lancer dans une carrière musicale sous le nom de scène The Fresh Prince. Will Smith et son ami Jeffrey Towns forment le duo DJ Jazzy Jeff and the French Prince. C'est très compliqué à dire pour nous Français. Oui, j'avoue, Leur succès fut garanti par l'absence de vulgarité dans les textes, rendant leurs chansons idéales pour les stations de radio et permettant l'approbation des parents américains tout en touchant tous les publics. Quand on peut faire plaisir aux enfants et aux parents qui ne sont pas choqués par ce qu'ils entendent dans leurs oreilles, j'ai envie de dire c'est tout bénef. Pourquoi pas? Malgré la popularité et la richesse, Will Smith cherche à se lancer dans l'acting. Cette volonté se transforme en 1990 par la création de la sitcom Le Prince de Bel-Air pour NBC, dans laquelle il tiendra le rôle principal. Est-ce que vous aviez vu Le Prince de Bel-Air? Moi, j'avoue que c'est pas ma génération. Jamais. Alors, je connais évidemment, comme beaucoup de gens, mais je n'ai jamais en fait vu, et je sais que c'est effectivement ce qui l'a rendu très célèbre. Alors, je n'aimais pas. Moi, je me rappelle quand ça passait à la télé le matin, je regardais plusieurs épisodes, mais je n'aimais pas, en fait. Quand j'étais petit, c'est maintenant, tu vois, que je retombe sur les épisodes, je dis c'était sympa quand même, alors que à l'époque j'aimais pas, je trouvais que c'était surjoué, mal doublé, enfin j'y supportais pas, vraiment petit, mais en étant adulte, du coup, il a pris ce nom-là pour d'ailleurs son nom de scène en chanson, en rappeur, Fresh Prince. Oui, parce que globalement, il fait son personnage. C'est en gros, il me semble, si je dis pas de bêtises, soit il part de Philadelphie, soit de New York, parce qu'il a fait des conneries, et il va chez son oncle Phil à Bel-Air, justement, où il débarque et il découvre la grande vie, alors que lui, c'était un gamin des rues, un petit peu. Par la suite, Smith essaie d'explorer ses capacités d'acteur en jouant au cinéma, notamment jusqu'à être reconnu par la critique en 1993 pour son rôle dans 6 degrés de séparation, film dans lequel il tient le rôle d'un bisexuel, où l'acteur refusera d'embrasser un autre acteur, comme l'exige le scénario. Il suit alors les conseils de son ami Denzel Washington et s'oppose au réalisateur Fred Chepisy. Celui-ci modifie donc le script à contre-cœur, ce qui n'empêche pas le film de remporter un bon succès dans les salles. J'avoue que je ne connais pas du tout ce film. Je connaissais l'anecdote, mais j'ai jamais vu le film. La même année, donc en 93, NBC décide de terminer la série Le Prince de Bel-Air à la fin de la 3e saison, mais la protestation des fans sera tellement vive que la chaîne renouvellera la série non pas pour 2, mais pour 3 nouvelles saisons. Donc la série comptera au final 6 saisons. En 95, Will Smith accède à la notoriété mondiale au cinéma avec le buddy movie Bad Boys avec Martin Lawrence, un succès commercial qui lui ouvre les portes de plus grosses productions. Bad Boys, on apprécie fortement dès le premier, moi personnellement. Peu de temps après, il enchaîne avec l'un de ses plus gros succès au cinéma avec Independence Day de Roland Emmerich, où il joue le capitaine Steven Hiller. Le film se place à l'époque comme le second plus gros succès commercial mondial de l'histoire du cinéma, derrière Jurassic Park. Est-ce qu'on apprécie Independence Day? C'est ce qu'on appelle une rencontre du troisième type, comme il fait là. Ah non, c'était impressionnant à l'époque. À l'époque, oui, j'avais adoré. C'est tout à la gloire américaine, Bien sûr. Encore une fois, c'est eux qui sauvent évidemment l'humanité. Ce qui est marrant avec Roland Emmerich, c'est qu'il est pas américain de base. C'est ça qui m'a toujours fait délirer. Il est quoi? Il vient des Pays-Bas, non? Oui, enfin bon, en tout cas, il est pas très con parce que. Allemand, non? Oui, ou quelque chose comme. Oui, en tout cas, il est pas bête parce que donc du coup, c'est l'accroche. Il a accroché le public américain en premier lieu. T'apprécies pas Independence Day? Si, c'est plaisant. Non, c'est plaisant. Ça a un peu mal vieilli à l'heure actuelle, mais ça se regarde encore bien. J'avais vu il y a pas si longtemps là, il le rediffusait, je sais plus sur quelle chaîne, et j'avais trouvé ça sympathique. Tu vois, je me suis laissé avoir. Donc, bon, quand même.
Bon. L'année suivante, Will Smith continue son ascension inexorable et joue dans Men in Black, où il donne la réplique à Tommy Lee Jones, puis dans Ennemi d'État en 98 et Wild Wild West en 99. Un long métrage qui rencontre un beau succès, mais sera détruit par la critique. Il reste l'un des regrets de Will Smith, estimant que le film a été accepté juste pour des raisons d'argent et de facilité. C'est en effet à cause de ce film que Will Smith renoncera à jouer le rôle principal du film de science-fiction Matrix. Qu'est-ce qu'on en pense de Men in Black, de Wild Wild West? Men in Black, je trouve que c'est le. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup les trois. Même la trilogie, je trouve qu'elle se tient plutôt bien. Je suis très fan du premier, les autres un peu moins, mais j'aime bien le côté décalé et très humoristique en définitive. Avec Tommy Lee Jones qui fait un bon binôme avec Will Smith, je trouve. C'est pas mal. Et à savoir que ça devait être David Schwimmer qui devait avoir le rôle à la base et que Steven Spielberg a plus ou moins manipulé Schwimmer pour lui dire que lui n'en voulait pas. Ce qui a fait que ça a fait le bonheur de Will Smith. Et pour le coup, il y a beaucoup de surprises, je trouve, dans ce film, entre parenthèses. Mais il fonctionne encore très très bien. C'est pas un univers qui me parle énormément, mais le premier, j'apprécie beaucoup. C'est un peu cartoonesque. Moi, j'aime bien. Il y a un côté cartoon dans le Men in Black, quelque part. Donc, c'est issu du comics. Voilà, c'est ça. Ça provient du comics et c'était un comics plus sombre à la base, plus sérieux. Par contre, Wild Wild West, c'est un bon gros plaisir coupable, j'avoue. Ah oui, moi aussi. Et moi, ça fait tellement référence à ma série d'enfance qui était donc les Mystères de l'Ouest, avec Robert Conrad notamment, Martin Ross, je crois. Donc c'était exceptionnel. Moi, j'adorais la bande-annonce d'ailleurs et mythique. Le générique, tu veux dire? Le générique, oui. Ah oui, parce que t'avais les petites cases. Voilà, c'était en bande dessinée, en dessin animé, pardon. Bien, C'était sympa comme tout. Ils avaient fait un bon remix du thème original, je trouve, dans le film. Je suis assez d'accord. En marge de sa carrière d'acteur, Will Smith se lance dans la musique en solo à la fin des années 90, le plus souvent avec des singles associés à ses films. Ses plus célèbres singles sont Men in Black et Get Jiggy With It. En 2001, Smith interprète le boxeur Mohamed Ali dans le film Ali de Michael Mann. Ce rôle lui a demandé 1 an de travail où il a non seulement appris à parler, à se mouvoir comme Ali, mais il a aussi subi un entraînement intense et une transformation physique importante. Son interprétation lui vaut une nomination à l'Oscar dans la catégorie meilleur acteur en 2002, mais le trophée sera remporté par Denzel Washington. Merci mon pote. C'est ça. Il demande des conseils puis il lui pique l'Oscar. C'est Denzel Washington est talentueux quand même. Ali, un film qu'on valide. On le valide globalement. Il l'avait remporté pourquoi dans Denzel Washington? En 2002. Alors là, je vais regarder. Là, je sais pas. C'est beaucoup trop tôt pour que ce soit American Gangster. Mais c'est vrai que l'interprétation de Will Smith là, Mohamed Ali est pas mal. Oui, tout à fait. Non, franchement, Ali, c'est un film que j'ai découvert cette année. Alias Cassius Clay, quand même. Mohamed tout à fait. Alias Cassius Clay. Mais j'avoue que c'est un film qui m'a beaucoup surpris et que la prestation de Will Smith en fait beaucoup en effet. Ouais, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Je ne trouve pas encore. C'est pas grave. Concernant sa carrière musicale, Will Smith propose 2 premiers albums solo qui ont été disques de platine, mais son 3e album fut une déception du point de vue des ventes. C'était pour Training Day. Training Day, évidemment. Comment j'ai pu oublier Training Day? Training Day, j'adore. Excellent. Après son rôle dans Ali, Smith commence à s'impliquer dans la production des films dans lesquels il tourne, comme iRobot ou Hitch. J'avoue que j'adore iRobot d'Alex Proyas. Ah, mais moi j'aime bien Hitch aussi. J'aime beaucoup Hitch aussi. Je suis assez fan. C'est bien sympa. C'est une bonne comédie romantique. Ouais, et puis on rigole bien. Il y a une bon déroulement. Il y a même la regrettée Eva Mendes qu'on nous a enlevé et qu'on ne voit plus. C'est Ryan Gosling. Rends-nous Eva Mendes. Mais Robot, oui, très sympa. Ouais. Ah oui, je trouve que c'est Robot, c'est pas mal. J'aime bien. Très bon film de science-fiction. En parlant de Proyas, tu vois, par exemple. Mais c'est tiré d'une œuvre de Kadik. Oui, de Kadik. J'ai du mal avec Dark City. J'aime bien Dark City. Je préfère iRobot, par exemple. Non, par contre, j'invite les gens, si vous voulez découvrir Dark City, surtout ne regardez pas les 5 premières minutes. Non, il y a une version, ils ont coupé. Mais voilà. Parce que les 5 premières minutes vont vous révéler le plus gros twist du film. Alors. Ouais. Fin 2006, Will Smith tient le rôle de Chris Gardner dans le mélodrame À la recherche du bonheur. C'est un de ses grands succès populaires avec son fils Jaden Smith, qui joue son premier rôle en tant qu'acteur de cinéma. Je crois que Guillaume, tu es le seul à avoir vu ce film. Oui, il est excellent. C'est là où Will Smith démontre tous ses talents d'acteur. C'est
un gars, je crois, sa femme le quitte et lui laisse l'enfant. Et lui, il fait Ça me rappelle quelque chose. Oui, et il fait du démarchage, donc en fait, de porte à porte, d'une sorte de scanner, en fait, parce qu'il avait investi avant dans une nouvelle forme de scanner, tu sais, pour scanner médical. Hein. Ouais. Et donc, c'est le parcours d'un homme pour retrouver sa dignité, tout ça. C'est pour très remonter la poignant, pente. j'ai l'impression. Oui, c'est très Je l'ai poignant pas vu parce en qu'à entier, mais... à un moment, en fait, il vit dans la rue, mais il va accepter un stage alors qu'il est déjà vieux et il sera pas payé. Enfin, c'est. J'ai très envie de le voir. C'est assez. Non, il est beau ça, ce film, a priori. Ça force pas trop sur le tire-larme, mais c'est vraiment très bien. Je le recommande. En 2007, Will Smith prend le rôle principal du film Je suis une légende, un film post-apocalyptique qui a connu un très grand succès au box-office en rapportant 585 millions de dollars. Et le film est bon. Le film est bon. Le remake du Survivant. C'est comment dire une trame qu'on connaît déjà depuis très très longtemps dans pas mal de films. Stone avait fait Le Survivant, c'est ça, qui est adapté justement du bouquin d'origine. Et Vincent Price aussi avait fait une version. Je ne sais pas. Il s'en sort très très bien du début à la fin jusqu'à la fin, je trouve, dans ce film. En effet. En 2008, il change un peu de registre avec Hancock, où il interprète un super-héros alcoolique et moralement douteux, avec notre grande ami Charlize Theron. Ça, j'adore. Sur Hancock, j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est ça. C'est pareil aussi, c'est un truc très décalé. Il y a un petit temps mort à un moment, un petit problème de rythme, mais globalement, le film est, bon. Le film est un succès. Le film est un succès en dépit de critiques mitigées. C'est une bonne surprise. Et la même année, il est à la tête d'affiche du drame 7 vies, qui reste encore à ce jour un beau succès public, malgré des critiques très tièdes à l'époque. C'est un peu trop tire-larme, justement. Ah, c'est d'accord. Du souvenir que j'en ai, parce que je l'ai vu il y a longtemps, à la fin, ils en font peut-être un petit peu trop. Mais globalement, c'est bien. Il y a une bonne interprétation. Finalement, on se rend compte quand même, et ça va s'enchaîner par la suite, que généralement, le public suit, mais la critique reste sur le côté quand même avec Will Smith. C'est que ce mec a un côté hyper sympathique, quoi. Et je crois que justement, même quand il balance des baffes, c'est vrai. Alors on y reviendra après. Là, ça l'a un peu desservi, mais en règle générale, il avait cette aura de mec sympa. Ouais, quoi. tout à fait, ouais. En 2012, Will Smith reprend son rôle de l'agent J pour le blockbuster Men in Black 3. 10 ans après le second opus, le film sera un succès critique et public malgré une longue production compliquée, ce qui permet de compenser le refus de Will Smith de jouer Django dans le western de Quentin Tarantino, Django Unchained, rôle qui revient finalement à Deuxième Jamie erreur. Foxx. Bing. Trop violent pour. Il trouvait que c'était trop violent. Ouais. Entre Matrix et Django Unchained, ceci dit, il a raison, c'est très violent. Violent et vulgaire. Je crois qu'il n'avait pas du tout apprécié le personnage de Samuel L. Jackson. Moi, il m'est sympathique de par je savais pas qu'il avait eu cette critique-là, mais moi, c'est ce que j'ai pensé du film. C'est quelqu'un qui travaille énormément son image. Il aime pas trop faire. À l'époque, il aimait pas trop faire les antagonistes. Il voulait pas trop justement dire de gros mots, que ce soit pas trop violent. Ça se rejoint un peu avec le rap en fait. Tout à fait. C'est quelque chose de très abordable et bankable. Très grand public. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais. En 2013, sort le second projet de Will et Jaden Smith, After Earth, un blockbuster de science-fiction de M. Night Shyamalan, construit comme un passage de relais entre le père et le fils. Le box-office sera correct, mais les critiques seront assassines, ce qui mettra fin à la carrière de Jaden Smith. Pour l'instant, on dira, mais apparemment, il n'a pas encore développé l'idée de retourner au cinéma. Mais il faisait pas de la musique, lui? Si, comme tous les enfants de Will Smith. Visiblement, c'est compliqué, oui. Il y en a beaucoup. Non, il y en a deux. 3. Ah, 3. Un fils avant, et puis 2 avec... Ah oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien Jaden Smith. Moi, je l'aimais bien dans Karate Kid. Je l'avais trouvé. Oui, non, mais dans Karate Kid, je suis d'accord. Il était pas mal. Il fait le café, mais je trouve qu'il était pas bon dans After. Il se débrouille bien face à Jackie Chan, je trouvais. Oui. En 2015, Will Smith enchaîne 2 projets différents mais un peu plus adultes. En février, il partage l'affiche de la comédie d'action Diversion avec l'actrice montante Margot Robbie. J'avoue que je ne l'ai pas vue. J'ai peu de souvenirs, mais c'était sympa. C'était sympa. Si je faisais un bon duo d'arnaqueurs, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et en novembre, Smith revient au biopic sportif avec Seul contre tous, écrit et réalisé par l'écrivain Peter Landesman et produit par Ridley Scott. Le film ne rencontre pas de succès, mais sa prestation est reconnue et c'est un film que je recommande. Excellente prestation. Je crois que c'est un direct ou DVD pas cher, tu vois, vraiment, ce truc-là. Eh ben, non, c'était quand même sorti au cinéma et en VO, ça s'appelait Concussion, parce que c'est le nom du syndrome des joueurs de rugby qui créent des mini AVC, je crois, c'est ça le truc. Non, c'était oui, je vois, j'avais le synopsis, c'est sur les commotions cérébrales, tout ce qui se passait par rapport aux commotions cérébrales qui étaient cachées au football américain, et que les mecs football américain. Mais après, ça a eu des répercussions justement cette histoire, parce que c'est une histoire vraie si je dis pas de bêtises. Oui, et ça a eu des répercussions
et sur le football américain et sur le rugby le rugby international. Ils ont pris en considération certaines choses à partir de là. Les protocoles de commotion sont beaucoup plus sévères que passé un temps. Très 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 bon film. L'acteur se lance ensuite dans le blockbuster DC Comics Suicide Squad de David Ayer pour incarner le méchant tueur à gages Deadshot, même si le côté méchant est discutable comme la qualité du film qui recevra de très mauvaises critiques malgré un beau succès au box-office. Je pense que justement le problème de ce film est aussi en partie Will Smith qui parasite le film et monopolise tout l'écran. Tout à fait d'accord. Ouais. En 2017, il retrouve le réalisateur David Ayer pour un polar fantastique, Bright, qui sortira directement sur Netflix et avec pour partenaire Joel Edgerton et en méchante Noomi Rapace. Un film qui m'a vraiment bien aimé, laissé de souvenirs. J'avais plutôt bien aimé. C'était un univers fantasy où en fait tu as les orques, tu sais, de fantasy, un peu comme dans l'univers Warcraft ou le Seigneur des Anneaux, et qui habitent avec les humains. Et tu as également des fées et il fallait réguler l'activité des fées, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une baguette. Elle n'en avait pas le droit d'avoir une baguette. Il y a longtemps, tu vois, je m'en souvenais pas trop, mais non, ça y est, maintenant que tu me racontes le truc, là, c'est bon, je vois. Moi, j'avais pas mal aimé. Moi, j'avais plutôt bien aimé aussi. En 2019, il s'oriente vers des projets plus ambitieux. Il devient le génie de la lampe dans le remake des studios Disney Aladdin de Guy Ritchie. Le film devient le plus gros succès au box-office de la carrière de Will Smith, dépassant le $1 milliard. Moi, j'avoue que c'est l'un des remakes que j'apprécie le plus. Ils ont collé à la perfection avec le dessin animé. Hein. Et encore qu'ils ont changé 2-3 trucs. Et Will Smith s'en sort bien. Will Smith s'en sort très bien. Il est très bien en génie de la lampe. Il est pas mal. Ça passe. Et puis après, il est la double tête d'affiche du film de science-fiction Gemini Man dans Glee, puisqu'il s'affronte lui-même en version plus jeune dans ce film qui était aussi, un côté c'était sympa. Participation plutôt pas mal. Oui. Je n'ai pas vu. Et en 2020, le troisième volet de la franchise Bad Boys sort enfin après de nombreux reports et des désistements de nombreux réalisateurs, dont Joe Carnahan. Et on va dire qu'ensuite, la carrière de Will Smith va prendre une tournure assez particulière, puisque lors de la cérémonie des Oscars de 2022, il donnera une gifle sur scène, une gifle, mémorable, sur scène, à l'acteur Chris Rock suite à une mauvaise blague de ce dernier. Cela ne l'empêchera pas lors de la même soirée de remporter l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Richard Williams, père des sœurs championnes de tennis Serena et Venus Williams dans le film La Méthode Williams qui est sorti, j'ai vu passé sur France 2 dimanche dernier. Non mérité pour moi. C'est la baffe ou c'est plutôt l'Oscar, le film. Moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié le film, mais je trouvais qu'il y avait meilleur. Attends, j'essaie de retrouver. Il était assez épatant. Il sortait un peu de ces registres un peu caricaturaux, on va dire. Mais il a un tic et je trouvais qu'il a un tic un peu quand il fait un peu comme ça, il plisse les yeux et tout ça. Et je trouvais qu'il forçait mais beaucoup trop. Chacun d'entre nous, on a une spécificité qui permet de. Non, mais par contre, il cherchait pas à rendre ce personnage sympathique. Véritablement, c'est ça que j'avais apprécié, c'est qu'on voit que il y avait une ambivalence, pardon. Et on va dire qu'il a pris sa revanche parce que Denzel Washington a été nommé aussi pour Macbeth. Cette fois, il lui a dit c'est mon tour. Suite à l'incident, ses projets non encore tournés seront mis en stand-by ou annulés et il est interdit de cérémonie des Oscars pendant 10 ans. Il connaît cependant une forme de nouveau départ le 25 février 2023 lorsqu'il remporte le NAACP E-Major Award du meilleur acteur pour son interprétation de Peter dans Emancipation, sorti fin 2022. Un projet qui était déjà tourné avant l'incident des Oscars. C'est un film d'Antoine Fuqua où il incarne un esclave, je crois le premier esclave à s'être battu. Je sais plus. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Sur Apple TV. Il y avait quelque chose comme ça. Le film était plutôt bon et il y avait une photographie très particulière où on était à la limite du noir et blanc. Et du coup les couleurs étaient très 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 atténuées. C'était un film assez choc, assez prenant, qui était sorti directement sur Apple TV+. Le nouveau volet de la saga Bad Boys qui sortira demain est donc là également pour donner un nouvel élan à la carrière de Will Smith et confirmer son statut populaire malgré l'incident des Oscars. Le prochain projet de l'acteur sera normalement la suite de ses plus gros succès au box-office. Je suis une légende numéro 2 avec normalement Michael B. Jordan. Voilà. On ne sait pas comment ils vont faire cette suite, mais pourquoi pas. Après tout, tout est possible. Tout est possible. Au cinéma, tout est possible.
Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Programmation de la C'est radio bien dommage, demain. d'ailleurs. Et oui, c'est bien dommage. Mais ce n'est pas fini côté radio. La radio Radio Grand Lac ne s'arrête jamais. Et dès demain, vous pourrez retrouver 2 émissions. L'émission Comment ça va, présentée par le doc Bruno de 11h à 11h45. Et l'émission Destination Bien-être, présentée par Anaïs de 13h à 14h. On se quitte sur un dernier extrait musical et évidemment, vu qu'on a parlé de Bad Boys, alors cette fois-ci c'est pas chanté par Will Smith, mais par le groupe Inner Circle. On va s'écouter Bad Boys. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma. Ciao, ciao. Ciao. Bonne séance.